Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à cette manifestation La Nuit des Temps 2021. Tout d'abord, je me présente. Je suis Christian Chardonnay. Je suis directeur de recherche au CNRS et au laboratoire de physique des lasers à l'université Sorbonne Paris-Nord. Je vais vous présenter un exposé qui s'intitule La mesure du temps à travers les âges. Et donc, sans plus attendre, eh bien, je vais commencer cet exposé. Tout d'abord, parler de la mesure du temps, c'est déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est que le temps? Alors, les philosophes se sont beaucoup intéressés à cette notion-là. Loin de moi l'idée de philosopher sur ce concept, j'en serais bien incapable. Mais d'un autre côté, si on essaye de se projeter dans le passé, de réfléchir à comment les humains se sont appropriés cette notion, je dirais que en fait, ils ont apprécié la notion de temps en regardant l'espace. Et donc, c'est le lien entre l'espace et le temps qui est probablement la manière la plus, disons, simple d'appréhender cette notion de temps qui est un espace en mouvement, d'une certaine manière. C'est au travers des mouvements, des objets, des astres, que l'on approche probablement le plus simplement la notion de temps. Donc, et ça sera un petit peu le fil rouge d'ailleurs de mon exposé, où on verra comment, en regardant l'espace, les objets, etc., on peut mesurer le temps, et réciproquement, on verra comment, avec les progrès absolument faramineux de la technologie, de la science, et la précision des horloges d'aujourd'hui, ils vont permettre d'avoir un suivi d'une finesse absolument extraordinaire de l'espace, et en particulier de notre planète. Voilà. Donc, pour observer et mieux comprendre l'univers dans lequel on vivait, les humains ont regardé la Terre, mais aussi le ciel, et en particulier la nuit. Ils pouvaient voir donc des étoiles, un grand nombre d'étoiles dans le ciel. Ici, vous avez une très belle photo de la Voie lactée. Et si maintenant on prend une photo du ciel, une série de photos tout au cours de la nuit, eh bien on observe, il semble que l'on observe une rotation de la voûte céleste, comme on dirait, autour d'un certain point. Voilà, je vais vous montrer, prendre un petit pointeur, ça sera plus simple pour mon exposé. Donc, l'ensemble des étoiles ont l'air de tourner autour d'un certain point qui est la position de ce que l'on appelle l'étoile polaire, du moins dans l'hémisphère nord. Donc voilà, et c'est probablement ainsi que l'on peut appréhender la notion du temps, c'est le temps qui passe, c'est la rotation de cette voûte céleste autour de ce point-là. C'en est une manifestation symbolique en tout cas. Alors, pour mesurer le temps et mesurer l'heure d'une certaine manière au cours d'une journée, eh bien les humains, de façon indépendante sur Terre, en différents endroits, ont fait la chose probablement la plus simple, qui consiste à planter un bâton dans le sol et à regarder l'ombre de ce bâton au cours du temps, et c'était une manière très simple de mesurer l'heure qui défile au cours de la journée. Et donc le midi en particulier est repéré lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel et donc quand l'ombre est la plus courte possible. Attention, hop, c'est ici. Voilà. Donc, et là, la nuit tombe et le jour se lève, et ainsi de suite. Donc, très bien, cet outil-là a été développé au travers les âges. Hein. On en trouve une première trace plus de 1000 ans avant Jésus-Christ dans la civilisation chinoise, où on représente ici sur cette gravure deux astronomes dont on n'est pas archi certain qu'ils aient existé, Xi et He, utilisant un gnomon pour faire des mesures justement du temps. Une autre photo ici qui représente un cadran solaire à 4 gnomons
qui montre d'ailleurs que la mesure de l'ombre n'est pas quelque chose de si simple que ça pour mesurer le temps, mais voilà, ce sont des gnomons qui sont utilisés à différentes périodes de l'année pour pouvoir indiquer l'heure à laquelle on doit faire les prières dans la religion musulmane. Voilà. Voilà, il y a une autre photo d'un gnomon plus récent, 8e siècle après Jésus-Christ. Actuellement, il y a un très joli gnomon à l'Observatoire de Paris, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, le gnomon, c'est l'ancêtre du cadran solaire, enfin, qui est apparu très rapidement, qui est un gnomon avec une graduation. Alors, en fait, c'est plus compliqué que cela, hein, en fait, parce que vous voyez que là, ici, avec des couleurs différentes, on voit les ombres. Alors, il y a 3 heures. Il y a midi. Donc, midi, là, c'est très clair. La seule différence, donc là, c'est à 4 moments de l'année, hein, au solstice et aux équinoxes, eh bien, le midi, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Et bien, donc, en hiver, évidemment, l'ombre est beaucoup plus longue qu'en été. Mais en revanche, à 8h et 16h de la journée, eh bien, on voit, là, en été, il est très incliné par rapport à la position du midi, un peu moins au printemps, et puis en hiver, encore un petit peu moins, avec des ombres beaucoup plus longues. Donc, vous voyez que faire un cadran solaire, eh bien, avec des graduations, eh bien, ça va le faire pour un jour particulier, et en général, on le fait au moment des équinoxes. Donc, ce sont souvent des cadrans solaires euh, équinoxiaux, comme on dit, qui sont représentés. Donc, vous voyez que ce n'est pas si commode que cela, il faut faire un tout petit peu attention dans l'utilisation. Alors, le gnomon sert à mesurer l'heure, on l'a vu avec les cadrans solaires, mais c'est une première illustration de l'intérêt du gnomon aussi pour mesurer des distances ou des dimensions. Et probablement l'exemple le plus éclatant de ce type d'application, c'est la mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène, 3 siècles avant Jésus-Christ. Il avait constaté qu'à Sienne, au moment du solstice d'été, Sienne se trouve, on le sait aujourd'hui, hein, sur le tropique du Cancer, et donc au solstice d'été, le soleil se réfléchit au fond des puits. Et en revanche, à Alexandrie, qui se trouve au nord par rapport à Sienne, eh bien là, le rayon du soleil est incliné à la même heure de 7 degrés et 2. Donc, par un simple exercice de trigonométrie, on est capable de mesurer le rayon de la Terre, à supposer que l'on connaisse la distance entre Sienne et Alexandrie. Et dans le fond, dans cette expérience qu'a réalisée Eratosthène, la chose la plus difficile, c'était en fait de connaître cette distance. Et comment faisait-on à l'époque? Eh bien, c'était en mesurant les pas, le nombre de pas d'une caravane de chameaux, parce que les chameaux, les dromadaires, ont une amplitude, paraît-il, extrêmement régulière. Et est-ce que c'est par chance ou bien parce que, eh bien, il était vraiment très très précis, on pense qu'il y a un petit peu de chance quand même, eh bien, il se trouve que par cette méthode-là, il a trouvé une circonférence de la Terre qui est à peu près la bonne valeur de 40 000 kilomètres, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, jolie application du gnomon. Voilà. Alors, l'un des astronomes les plus célèbres de l'Antiquité, c'est Hipparque. Alors, Hipparque était un observateur de l'espace, du ciel, absolument extraordinaire. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne connaissait pas du tout les lois de la physique, hein, les forces et tout cela, on ne savait pas. On ne savait pas que la Terre tournait sur elle-même. Certains Grecs l'avaient pensé, mais c'est pas leurs idées qui ont prévalu, puisque vous savez que c'est Aristote
qui a imposé la vision du monde, qui a été reprise par l'Église au début de notre ère, et qui a été combattue après par notamment Galilée, avec les difficultés que l'on connaît. Donc, néanmoins, Hipparque était un observateur du ciel absolument extraordinaire, et il a constaté que la voûte céleste qui tourne comme en apparence autour de l'étoile polaire, eh bien cette voûte céleste, elle voit son centre de rotation bouger au cours du temps. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, il a constitué sa propre carte du ciel. Et il l'a comparée avec celle qu'un autre astronome, Timocharis d'Alexandrie, qui avait fait un travail similaire plus de 100 ans auparavant. Et il a constaté que le centre de rotation de la voûte céleste s'était déplacé d'1 degré en un siècle. Alors c'est vraiment pas mal parce qu'aujourd'hui on sait que le décalage en un siècle est de 1 degré 23 minutes, ce qui fait que ce cercle-là est parcouru en près de 26 000 ans. Et ça, ce phénomène-là que l'on voit ici, donc vous voyez, c'est cette toupie-là qui tourne. Si l'axe de rotation de la toupie n'est pas parfaitement vertical, eh bien, on voit ce qu'on appelle un phénomène de précession, et sous l'effet de la gravité. Alors la Terre eh bien, subit en fait ce même type de force liée au Soleil et à la Lune, qui est responsable d'une précession. Alors c'est peut-être un petit peu abstrait, mais peut-être vous allez mieux comprendre ici grâce à ces photos. Donc je reprends la photo de tout à l'heure. Les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire, et c'est le centre de rotation ici qui va bouger au cours du temps. Et c'est représenté ici. L'étoile polaire en question, on la voit ici, c'est celle qui est à l'extrémité de la petite ours, que vous connaissez peut-être. Et donc là, actuellement, la voûte céleste semble tourner autour de cette étoile polaire. En réalité, donc c'est pas du tout les étoiles qui tournent autour de la Terre. Ça, on le sait maintenant depuis Galilée et même un peu avant. Donc c'est la Terre qui tourne sur elle-même autour d'un axe qui va passer par cette étoile polaire. Mais à l'époque d'Hipparque, donc eh bien, c'était il y a plus de 2000 ans, eh bien, le centre ou l'axe de rotation de la Terre passait quelque part ici où est mon petit curseur, et il avait comparé entre cette position-là et ce qu'il avait vu de la carte donnée par Timocharis, et il avait pu constater un petit décalage de 1 degré. Donc, vous voyez un petit peu la performance à l'époque. Et donc maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, l'axe de rotation de la Terre passe et évolue au cours du temps et décrit un cercle qui correspond à cette fameuse précession. Et ce cercle-là est décrit complètement en un peu moins de 26 000 ans. Donc, belle performance à l'époque d'Hipparque qui observe cela sans savoir que la Terre tourne, et encore moins sans savoir pourquoi cela arrive, puisque les forces et la dynamique donc des astres et des planètes n'aura été découvert que un grand nombre de siècles plus tard. Voilà. Mais tout ça pour dire que, en fait, la mesure du temps, à cette époque-là, et jusqu'à toujours presque aujourd'hui, on va le voir, repose sur la connaissance de l'angle de rotation de la Terre par rapport à des étoiles fixes. Parce que les étoiles, donc, elles ne tournent pas, enfin, la voûte céleste ne tourne pas, et à notre échelle humaine, eh bien, on peut considérer qu'elles sont réellement fixes. Même si elles se déplacent à très, très grande vitesse, elles sont tellement loin qu'on les considère comme euh, immobiles, entre guillemets. Toujours entre guillemets, évidemment. Et en fait, donc la rotation de la Terre est très très bien décrite à un niveau de précision de 1 millionième par la rotation uniforme, donc en gros en 24 heures par jour, et les petites perturbations liées à l'action de la Lune et du Soleil, qui génèrent donc un phénomène de précession et également un phénomène un peu plus petit qui est la nutation de l'axe. Donc,
très très bonne description du mouvement et très prédictif de la rotation de la Terre à 1 millionième près. Donc on peut se dire c'est super, on maîtrise bien le sujet. Alors qu'est-ce que la seconde? Alors la seconde, en fait, on savait bien définir le jour. Hein. Un jour, c'est le temps qui s'écoule entre deux passages au zénith du Soleil. C'est ça le jour. Et donc ce jour a été divisé en 24 heures, et 1 heure en 60 minutes, et 1 minute en 60 secondes. Alors c'est un peu curieux ces valeurs-là de division. On est habitué, certes, mais en fait c'est très très ancien. Ça remonte aux Babyloniens. Et le temps a été comme ça divisé dans ce système qui n'est pas donc un système décimal, et ça s'applique à la fois au temps et aux mesures d'angle, puisqu'on parle de degrés, minutes et secondes également. Donc tout ça pour dire qu'un jour, c'est 24 fois 60 fois 60, 86 400 secondes. Et en 1832, on a fixé la définition de la seconde comme étant l'inverse de 86 400 fois le jour solaire moyen. Donc les mots ont évidemment de leur importance, parce que le jour solaire, donc c'est le temps de passage entre deux zéniths, et ce jour solaire n'est pas du tout constant au cours de l'année, à cause des saisons en particulier, et il vaut presque 24 heures, mais pas tout à fait, et il peut se décaler de près d'une minute au total. Et donc là, par exemple, en 10 jours, on peut très bien observer un décalage de 5 minutes, lié à ce changement de valeur du jour solaire vrai. Et donc, ça peut s'observer, hein, si vous faites l'été, pendant des vacances, vous prenez 15 jours de congé, vous utilisez un gnomon, vous mesurez le décalage comme ça au moment du zénith, et vous allez constater qu'effectivement, il y a un décalage par rapport à l'heure de votre montre ou indiqué sur votre téléphone portable. Donc, c'est très simple à vérifier que le jour solaire vrai n'est pas du tout constant. D'où la définition raccordée au jour solaire moyen. Alors, une belle illustration de cela est cette superbe photo prise sur 365 jours. Tous les jours, on prenait, donc à partir d'un gnomon, alors gnomon, c'est une façon de dire, en fait, c'est un trou à travers lequel la lumière solaire passe, et on réalise l'image sur le sol, et donc on le fait tous les jours à une heure très précise, qui est l'heure du midi moyen à Paris, qui est 11 h 50 minutes et 39 secondes. Donc c'est pas tout à fait midi, mais c'est cette heure-là, et ça c'est parce que l'heure officielle en France n'est pas celle du méridien de Paris, mais celle du méridien de Greenwich. C'est toute une histoire. Et donc là, ce que l'on voit, en fait, le déplacement horizontal montre que dans ce sens-là, ça montre effectivement le fait que le jour solaire vrai n'est pas exactement de 24 heures, hein, et l'image dans cette direction-là révèle essentiellement les saisons. Donc ici, dans cette partie, c'est plutôt l'été, et ici, là, c'est plutôt l'hiver. Donc voilà, c'est l'image un petit peu de la longueur de l'ombre du cadran solaire que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà, cette photo est publiée dans un livre superbe qui s'appelle L'équation du temps, qui vient de sortir là il y a quelques jours, je crois. Voilà. Alors donc, la rotation de la Terre est un élément clé pour la mesure du temps, même toujours aujourd'hui, on va le voir. Mais c'est plus compliqué que ce que je vous ai dit. Et pourquoi? Parce que la Terre n'est pas rigide. Et en fait, il y a différentes choses qui font que le mouvement de la rotation de la Terre est perturbé. Alors, à cause des mouvements sur Terre, les mouvements océaniques, les tremblements de terre, l'activité du centre de la Terre aussi, mais également on est capable de mesurer l'influence de l'atmosphère, des vents, etc. Donc,
Tout est plus compliqué, surtout lorsqu'on commence à faire des mesures de plus grande précision. Et donc, par exemple, ici, là, vous voyez, on est capable de mesurer le fait que l'axe de rotation de la Terre, donc, qui passe donc par le pôle Nord, là, on parle du pôle Nord ici, eh bien, il bouge au cours du temps. Et donc là, vous voyez, ici, on est en 2005, on arrive ici en 2006, vous voyez, ça bouge, et ici, 2007. Vous voyez, le circuit du pôle donc géographique, hein, on parle du pôle géographique, qui bouge ici. Donc, alors l'échelle, c'est donc 3 mètres ici. Donc, vous voyez, 3 mètres par rapport au rayon de la Terre qui fait 6400 km, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais on est capable de le mesurer et ça montre bien que la rotation de la Terre est quand même perturbée sous différentes actions. Et donc là, on considère que c'est essentiellement les océans, l'atmosphère, les fleuves. Alors, il y a un autre phénomène très contrariant, probablement encore plus contrariant, c'est que la Terre est en perte de vitesse. Elle tourne sur elle-même en 24 heures, mais en fait, elle ralentit. Et actuellement, en un siècle, le jour rallonge de 1,4 millisecondes. Et donc, il y a 300 millions d'années, le jour durait 22 heures et une année durait 400 jours. Voilà, la Terre tournait plus vite, elle ralentit. Et donc, ce phénomène-là, eh bien, ça traduit un phénomène de dissipation. Il y a de l'énergie de rotation est perdue. Et comment est-ce qu'elle perd cette énergie? Eh bien, le phénomène majeur, c'est les phénomènes de marée. Les grandes masses océaniques se déplacent sous l'influence de la Lune et du Soleil, et donc viennent frotter sur la croûte terrestre, et donc ces frottements, ça se traduit par de la perte d'énergie qui vont ralentir la Terre. Il y a également le noyau, les effets du noyau terrestre qui influencent, et ici on voit une figure, donc globalement, la durée du jour qui augmente, là, sur une échelle de temps de 200 ans. Et donc, vous voyez qu'il y a là-dessus, donc c'est plus compliqué, hein, c'est plus agité en plus, et donc ça, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, les fluctuations dues à l'activité, soit sismique, les masses d'eau, etc., qui se déplacent, et donc, voilà. Et donc, on est capable de mesurer ça. Alors, au fur et à mesure de la précision des horloges qu'on était capable d'utiliser, en particulier à partir des années 40-50, on a développé des horloges à quartz qui étaient beaucoup plus précises et qui ont permis de détecter des variations saisonnières. Ici, là, vous voyez, là c'est une période de 3 ans. Eh bien, on voit qu'avec les saisons, il y a des fluctuations de la durée du jour également. Et donc, tout ça, ça nous indique que le temps universel, c'est-à-dire le temps calé sur la rotation de la Terre, n'est pas très satisfaisant pour un temps légal. Et même maintenant, aujourd'hui, on est capable de voir des effets donc, liés aux effets atmosphériques. Et là, on identifie ce pic dans l'accroissement de la durée du jour au phénomène El Niño, qui apparaît de manière cyclique sur la Terre. Voilà. Et donc, voilà, la rotation de la Terre ne peut pas être le fin du fin de la définition de la seconde. Et d'ailleurs, en 1960, les astronomes qui ont toujours voulu un peu conserver la maîtrise du temps ont défini la seconde par rapport au temps de la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc la définition était, c'est l'année tropique, c'est la durée séparant 2 équinoxes de printemps. Ça fait un an, valait 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 46 secondes. Et donc, on choisit évidemment la définition de la seconde avec un coefficient qui fait que la seconde précédente et la nouvelle seconde est la même valeur, ce qui est de manière à avoir des continuités d'échelle de temps quand même.
Alors, je fais un petit break. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de rotation de la Terre pour mesurer le temps, mais en pratique, dans la vie quotidienne, ben déjà, le gnomon, ça marche surtout le jour, hein, la nuit, c'est pas très très efficace. Eh bien, évidemment, on avait développé des instruments plus commodes pour conserver un peu la mesure du temps et de l'heure. Et donc, un instrument en particulier, la clepsydre, c'est de l'eau qui se déverse dans un seau qui est lui-même gradué et qui permet en particulier de conserver la notion d'heure à tout moment de la journée, jour et nuit, de façon à pouvoir, voilà, et ça a été utilisé pendant très longtemps en fait. D'autres façons de mesurer aussi le temps sur des intervalles assez courts, et le sablier, c'est plus tellement utilisé évidemment, la bougie qui se consume à un rythme tout à fait régulier, voilà. Et l'angle de rotation de la Terre. Et là, ce sont donc des mesures de temps qui reposent sur des phénomènes qui sont linéaires, c'est-à-dire ça continue. Mais en pratique, ben, ce n'est pas toujours si commode que cela. Par exemple, là, ici, la clepsydre, ben, à un moment donné, là, l'eau cesse de s'écouler. Donc voilà, le sablier, même chose aussi, il se vide. Donc ça, c'est pas très commode. D'où l'intérêt de s'appuyer sur des oscillateurs. Alors, des oscillateurs, ce sont des systèmes qui vont présenter une caractéristique qui se reproduit périodiquement. Donc là, j'en ai représenté 4 exemplaires. Peut-être le plus accessible, je dirais, c'est le cœur. Et le battement de cœur est souvent assez régulier, hein, si on est au repos en tout cas, et de l'ordre de justement, de l'ordre d'un battement de cœur par seconde. 60, 60 pulsations par minute est une bonne moyenne chez l'homme, chez la femme c'est un petit peu plus que cela. Voilà, donc ça c'est un système périodique. Alors celui qui est probablement le plus connu, en tout cas historiquement il a joué un rôle très important, c'est le pendule. Donc c'est pas Tournesol qui l'a inventé, hein, c'est Galilée, qui est quand même un mathématicien, un physicien absolument extraordinaire qui avait remarqué que un pendule, donc qui a un objet pesant au bout d'un fil, eh bien, oscille à un rythme qui ne dépend pas tellement de la masse qui oscille, mais de la longueur de ce pendule. Et donc voilà, donc ça c'est un mouvement qui peut être assez régulier. Il peut y avoir aussi un objet au bout d'un ressort, ou ici, là vous avez, c'est un diapason qui va vibrer, lui à des fréquences donc acoustiques qui peuvent être assez élevées aussi. Donc c'est probablement beaucoup plus pratique pour conserver justement un, et donc, à partir de cela, évidemment, on construit des horloges donc mécaniques avec un balancier, puis après, d'autres systèmes, disons compacts. Il y a différentes technologies qui ont été développées. Là, je n'ai pas le temps d'en parler au cours de cet exposé, mais vous en connaissez un certain nombre. J'en dirai 2 mots peut-être tout à l'heure. Alors, pour comprendre la suite de mon exposé, je reviens sur des notions de base concernant les oscillateurs. Donc un oscillateur, il va se caractériser par une fréquence d'oscillation. Donc un oscillateur, vous imaginez un mouvement qui est monter, descendre, ou oscillation du pendule, par exemple, de gauche à droite. Et donc de temps en temps, le pendule passe à la verticale, intervalle ainsi régulier. Et donc le temps entre deux oscillations s'appelle la période, donc c'est la durée de l'oscillation. On parle aussi de la fréquence de l'oscillateur, qui va être le nombre d'oscillations par seconde. Et donc il y a une relation très simple entre cette période et la fréquence c'est l'inverse du temps. C'est l'inverse de la période, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune différence de notion fondamentale entre mesurer un temps, c'est mesurer une fréquence, ou le contraire, dans un cas comme ça, lorsqu'on a des oscillateurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle de système temps-fréquence. Et donc, ce que montre cette figure, c'est que plus l'oscillation est rapide,
plus le nombre de fois que l'on va passer, par exemple, à la verticale pour un pendule, hein, si on prend ça, donc je vous rappelle, plus le pendule est court, plus il oscille rapidement. Donc, plus, plus la fréquence va être élevée, plus on va avoir de précision. On le sent bien, hein. Là, si on regarde ici, là, on va avoir une précision d'une fraction de la période, mais donc plus la période est courte, eh bien plus la précision va être élevée. Et donc on a intérêt à avoir des oscillateurs ayant des fréquences le plus élevées possible. Et c'est un axe majeur de progrès de la réalisation de la seconde en utilisant des oscillateurs ayant des fréquences de plus en plus élevées. Donc au début, donc, on a utilisé des horloges mécaniques, voilà, donc avec des fréquences de l'ordre du Hertz. Donc le Hertz, c'est l'inverse de la seconde, hein, donc 1 Hertz. Donc on a été capable d'avoir des objets qui pouvaient osciller. Donc le diapason, par exemple, peut avoir une fréquence atteignant le kilohertz. Et puis après, avec le quartz, donc un cristal qui est excité électriquement, pourra avoir des fréquences de l'ordre du mégahertz, 10 puissance 6 ou dizaines de mégahertz. Ensuite, avec des ondes radio, on atteint les fréquences de l'ordre du gigahertz, dizaines de gigahertz. Hein. Dans les ordinateurs, on a des fréquences d'horloge de l'ordre du gigahertz, typiquement. Vous entendez la notion fréquence d'horloge, hein, ce n'est pas un hasard, parce que ça rythme tous les circuits électroniques. Et puis, si on monte encore en fréquence, on arrive dans le domaine optique, et donc c'est le domaine des lasers, où là, avec des lasers dans le domaine infrarouge ou bien visible, et à chaque fois on augmente encore la fréquence, on pourrait imaginer aller encore plus loin dans le domaine ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Tout ça serait possible. En pratique, on arrive à faire fonctionner des horloges avec des lasers dans le domaine visible. Et bientôt peut-être plus que ça, mais aujourd'hui on en est là. Voilà. Donc, alors le problème des oscillateurs, c'est que donc, ce sont des objets, quels qu'ils soient, un quartz, un oscillateur micro-ondes, un laser va émettre une fréquence, mais cette fréquence, elle dépend des géométries, des dimensions, de l'environnement, et puis il y a de l'usure, un quartz peut se salir, etc., il peut changer de température, c'est pas stable du tout. Or, on veut mesurer le temps avec la plus grande précision et si possible qu'elle soit le plus reproductible possible. Et donc, la solution, c'est de stabiliser la fréquence d'oscillateur sur une référence absolue qui est l'atome. Alors, c'est la grande avancée de cela, effectivement, c'est que l'atome repose sur des propos. On est dans le monde de l'infiniment petit, et ce sont les lois de la physique quantique qui opèrent à ce niveau-là. Alors, pour juste vous faire sentir très simplement la différence entre le monde de la physique classique et celui de la physique quantique. Physique classique, on va prendre le système des planètes, les planètes qui tournent autour du Soleil. Elles peuvent tourner à n'importe quelle distance et l'énergie de rotation, l'énergie de ces planètes qui tournent autour du Soleil dépend de la distance au Soleil. Et plus la planète est éloignée, son énergie sera d'autant plus grande. Mais le point important, c'est qu'en fait, la distance à laquelle se trouve la planète est tout à fait arbitraire. C'est lié à l'histoire de la création du système solaire, mais il n'y a aucune loi fondamentale qui fixe la distance Terre-Soleil, par exemple. Dans le monde de l'infiniment petit, c'est tout à fait différent. Là, il n'y a que certaines valeurs de l'énergie qui sont autorisées au sein des atomes, des molécules, des noyaux, etc. Et donc, on va pouvoir utiliser cette propriété fondamentale pour stabiliser nos oscillateurs. Voyons ça comment. Donc, si on considère deux niveaux d'énergie dans un atome, cette différence d'énergie, en fait, a une fréquence caractéristique
qui est proportionnel à cette différence d'énergie. Et le facteur de proportionnalité, c'est une constante fondamentale qu'on appelle H, c'est la constante de Planck. Donc, c'est une relation très simple. Différence d'énergie égale H fois une fréquence de résonance atomique. Et comment on va pouvoir utiliser cette propriété? Maintenant, on reprend un oscillateur qui a donc une fréquence de fonctionnement F. Cette fréquence, a priori, elle est instable, elle est inexacte. On va envoyer cette fréquence dans une assemblée d'atomes. Et donc, si la fréquence devient égale à la fréquence de résonance de l'atome, reliée par cette relation, HF0, et bien dans ce cas-là, la lumière envoyée par cet oscillateur va pouvoir être absorbée par ces atomes-là. Il va y avoir un signal d'absorption qui va permettre de repérer à quel moment la fréquence de l'oscillateur sera égale à celle de l'atome. Donc on va pouvoir contrôler la fréquence de l'oscillateur en forçant cet oscillateur à conserver cette fréquence égale exactement à celle de la fréquence de résonance de l'atome. Du coup, la fréquence va devenir stable et exacte. C'est ça le principe de base. On va pouvoir stabiliser la fréquence des oscillateurs sur une fréquence caractéristique d'un atome, l'atome ayant des propriétés quantiques qui sont les mêmes, quel que soit l'endroit où se trouve, quel que soit l'atome que l'on considère. Donc, donc, le temps devient officiellement atomique en 1967. Donc les qualités, c'est il est vraiment uniforme, il est très stable, il est reproductible, il est universel, c'est-à-dire les fréquences propres de deux atomes, par exemple d'hydrogène, sont les mêmes quel que soit l'atome d'hydrogène et quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, ça, c'est très commode. Si on construit une horloge basée sur des atomes de césium, on va voir que c'est ça l'atome de référence actuellement, aux États-Unis, en France, au Japon, eh bien, les fréquences propres de ces atomes sont absolument les mêmes. Alors que si vous construisez un oscillateur basé sur, par exemple, un pendule, vous serez incapable de construire deux pendules qui auront exactement la même longueur. C'est juste impossible. Et donc, du coup, pas les mêmes fréquences. Donc, alors, jusqu'en 1956, la seconde était définie par le jour solaire moyen, donc avec un temps universel, caractérisé donc par la rotation de la Terre. De 56 à 67, c'était l'année tropique 1900 qui servait de référence. Et puis donc, en 1967, rupture totale, on passe du monde de l'astronomie au monde de la physique quantique et de la physique atomique. Et la seconde est définie comme la durée de 9 milliards 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Alors vous voyez, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais donc en gros c'est une fréquence de résonance de l'atome de césium. Vous voyez ce chiffre qui est très précis. Il est choisi de manière à ce que la seconde atomique corresponde à la seconde de la période astronomique, je dirais, de manière à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité, évidemment, des échelles de temps et que le temps s'écoule avec une unité qui reste la même, même si on change de définition. Et donc, ce raccordement de la seconde astronomique à la seconde atomique, c'est fait donc de la façon suivante. Donc en 67, la seconde a été définie comme la seconde du jour moyen de l'année 1900. C'était ça la longueur, la valeur même, et ça correspondait à ça. Et donc quand on a raccordé la seconde à la transition hyper fine de l'atome de césium, ce raccord a été fait de façon à ce que la valeur de la seconde ne change pas, c'est ce que je viens de dire. Et donc le changement majeur, c'est que la réalisation de la seconde avec les horloges atomiques a gagné une précision d'un facteur 100 000. Et aujourd'hui, en fait, le gain est bien plus élevé. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi toutes les grandeurs physiques, le temps est la grandeur dont l'unité, la seconde, est réalisée avec la plus grande précision, et ça de très très loin.
Voilà. Donc, le raccordement du temps atomique international au temps universel, c'est le temps lié à la rotation de la Terre. Alors, si on résume, comment ça s'est fait? En 1972, on crée une échelle de temps atomique qu'on appelle donc le TAI, qui est basée donc sur la nouvelle définition de la seconde. Elle est synchronisée à l'échelle du temps universel, donc le temps lié à la rotation de la Terre, en 1958. Là, il y a un raccordement, on dit le top de départ est le même enfin, le top des deux échelles de temps est le même en 1958. Et donc ce TAI, on n'y touche plus. Il est fixé pour l'éternité. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc le TAI en particulier est déconnecté de la rotation de la Terre. Donc voilà, donc c'est la seconde passée sur la fréquence de césium qui s'écoule avec un t égale 0 ou un t donné fixé en 1958 pour faire le raccordement. Voilà. Néanmoins, on vit sur Terre. Et donc, on est quand même sensible aux alternances du jour et de la nuit. Et donc, comme la rotation de la Terre ralentit, au moment de la création du TAI en 72, le temps universel a déjà accumulé un retard d'environ 10 secondes depuis 1958. Donc, on était bien synchro en 1958, hein, si on avait eu le TAI qui existait à cette époque-là, mais donc en 72, on a déjà un décalage de 10 secondes. Mais comme l'activité humaine s'effectue sur Terre, il faudra, au cours des siècles et des millénaires à venir, que l'heure, donc notre échelle de temps pratique, reste liée à la rotation de la Terre. Il nous faut donc un temps durable. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué tout cela. C'est pas si simple. On est content d'avoir un temps ultra précis, qui est le temps atomique international, mais pour la vie quotidienne, surtout au fil des siècles et des millénaires, eh bien, n'oublions pas que nous sommes sur Terre. Et donc, comment règle-t-on ce problème? Eh bien, on crée une nouvelle échelle de temps universelle dite coordonnée, l'UTC, qui va avoir la régularité et la stabilité du TAI. Mais néanmoins, cette UTC, cette échelle de temps, va suivre le temps universel, donc lié à la rotation de la Terre, qui fluctue, qui dérive, comme on l'a vu, qui est un peu compliqué. Et donc, si on ajoute le terme coordonné à la notion de temps universel, c'est juste pour dire qu'il sera la seconde du temps de l'UTC sera le même que la seconde du temps atomique international. Il aura donc la même stabilité, la même exactitude, mais le point de raccordement va changer régulièrement, et donc il y aura un écart qui sera d'un nombre entier de secondes. Et donc, à intervalles réguliers, on rajoute ou on enlève une seconde à l'UTC par rapport au temps atomique international. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, dès que l'écart entre le temps universel et l'UTC est supérieur à 0,9 secondes, eh bien, il y a une alerte internationale. Je peux vous dire que ça prend du temps et c'est pas simple et ça impacte tout un tas de systèmes, notamment les systèmes informatiques. Les systèmes informatiques, Google et Microsoft ont des procédures spécifiques et différentes pour prendre en compte le changement d'une seconde qui s'opère à intervalles réguliers. Et donc, en général, on retarde. On pourrait en principe avancer d'une seconde si on s'écarte de 0,9 secondes, mais depuis le début, on n'a fait que retarder à chaque fois puisque la Terre ralentit. Mais il n'est pas impossible que la Terre accélère pour différents phénomènes physiques, hein. Mais la tendance générale, c'est quand même au ralentissement. Et donc, les secondes que l'on est obligé de rajouter s'appellent des secondes intercalaires que l'on ajoute tous les 1 ou 2 ans. C'est soit un 31 décembre, soit un 30 juin, où ça se passe cette affaire-là. Et donc, à la création du TAI et de l'UTC en 72, il y avait donc déjà un décalage de 10 secondes, ça j'en ai parlé, et aujourd'hui, on a un écart qui est de 37 secondes. Alors juste, peut-être, là on parle de l'UTC, comme vous le voyez ici, UTC, donc c'est en français, c'est le temps universel coordonné, donc on se dit qu'est-ce que c'est? Donc UTC, ce sont des initiales, un acronyme en anglais, pas du tout, parce que si on traduit ça en anglais, on dit Coordinated Universal Time, donc ça ferait CUT,
Donc, UTC, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement, il y a eu une réunion des gens très très importants qui ont discuté pendant très très longtemps pour trouver un acronyme qui soit accepté internationalement. Et comme il y avait des bisbilles entre les francophones et les anglophones, on a tranché en, en choisissant comme acronyme UTC, qui veut à peu près rien dire, ou en tout cas, c'est soit du mauvais anglais, soit du mauvais français, comme vous voulez. Voilà. Mais si ce compromis a permis d'éviter une guerre des chefs, eh ben, on est quand même ravis. Voilà. Alors, cette UTC, comment est-ce qu'on la réalise? Ben, en pratique, on a besoin donc, de ces fameuses horloges atomiques. Ben, les différents pays ont leur système d'horloge atomique plus ou moins précise. Donc là, vous voyez sur 2 ans différentes valeurs euh, et ce que l'on fait, eh bien, c'est qu'on fait la moyenne d'environ 400 horloges atomiques à travers le monde, plus ou moins précises. Vous voyez les fluctuations et donc la précision de cette UTC de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Et, euh, et, et donc, vous voyez que c'est une opération assez complexe. Et donc, en général, on a l'heure précise avec pas mal de retard, hein, plusieurs semaines de retard pour connaître, pour faire ces raccordements. Voilà, donc c'est le BIPM qui a en charge, le Bureau international des poids et mesures, qui a en charge cette recalibration à intervalles, enfin, régulière, décalée dans le temps. Donc, vous voyez que la mesure du temps et surtout le disons, la définition officielle du temps à l'échelle internationale est un processus qui est lourd et complexe. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, l'échelle du temps est la définition de la seconde. Donc, en France, comment ça s'est passé? Donc, la définition de la seconde, donc 1832, je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà. Mais chaque village en France définissait l'heure par rapport à sa propre situation, c'est-à-dire le midi, c'était lorsque le soleil était le plus haut dans le ciel. Voilà. Mais au XIXe siècle, avec le commerce et l'industrie qui se développent, eh bien, on a éprouvé le besoin d'unifier l'heure à l'échelle du pays. Et donc l'heure a été fixée en 1891 comme l'heure en fait imposée qui correspond à l'heure de Paris. Donc c'était le méridien de Paris euh, qui fixait l'heure à l'échelle de la France. Donc ça faisait quand même des décalages qui étaient assez importants, hein, de plusieurs dizaines de minutes, par exemple, entre Brest et Strasbourg. Je crois que c'est à peu près 3/4 d'heure d'écart entre les deux. Donc ça faisait des décalages quand même significatifs. Alors en 1911, là, c'est la première définition internationale euh, de la référence de temps, et la référence a été choisie au méridien de Greenwich. C'est le GMT qui continue, c'est un acronyme qui continue à être utilisé. Et pour tout vous dire, c'était le fait que pour la navigation, on avait vraiment besoin d'avoir un bon repérage pour se localiser, hein, simplement, avoir un bon repérage et donc une bonne connaissance du temps universel, donc lié à la rotation de la Terre. Et ce sont donc les Britanniques qui avaient un ascendant en matière de marine, qui ont été capables d'imposer donc comme référence internationale donc le méridien de Greenwich. Et donc il se trouve qu'on est dans la même, on est, on est dans la même zone, et du coup ça a eu comme conséquence que l'heure en France a été modifiée et qu'elle est sur l'heure britannique. Mais bon, c'était un petit peu humiliant pour les Français. Et vous voyez ici l'article paru au journal officiel qui ne fait aucune référence au méridien de Greenwich, puisque l'heure légale en France et en Algérie, c'est l'heure du temps moyen de Paris, mais retardée de 9 minutes et 21 secondes pour prendre en compte le fait que bah, la longitude à Paris et à Greenwich ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il y a toujours des petits problèmes d'ego. Donc, 1972, donc là, les deux échelles de temps, le temps atomique international, qui est un temps donc,
totalement indépendant de la rotation de la Terre, et l'échelle de temps UTC, qui est aussi précise que le TAI, mais qui est calée sur la rotation de la Terre. Et donc la valeur de la seconde, je vous le rappelle, et ça c'est pour toujours, aura été celle de la seconde qui correspond au jour solaire moyen en 1900. Voilà, mais ça, ce sont juste des raisons historiques, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, si ce n'est que pour l'histoire des sciences. Alors, quelques mots sur les horloges atomiques. Hein. Donc, les premières horloges atomiques datent des années 50. Après, on est rentré dans une phase commerciale et en particulier, le développement des horloges, les horloges atomiques ont coïncidé avec le développement du GPS. Je vais en parler bientôt. Donc, il y a certaines horloges qui sont miniaturisées, comme vous voyez. Évidemment, les horloges de laboratoire où les dimensions importent peu, eh bien, sont encore assez conséquentes. Donc, aujourd'hui, donc la meilleure réalisation de la seconde repose donc sur une horloge à césium, compte tenu de la définition de la seconde. Et il y a eu des progrès considérables qui ont été réalisés au début des années 90 grâce à la technologie de refroidissement des atomes par laser. Et donc, plutôt que d'avoir des horloges à césium avec donc des jets de césium qui s'écoulaient à très très grande vitesse, hein, à quelques centaines de mètres par seconde, eh bien, on a refroidi les atomes, et quand on dit refroidi les atomes, ça veut dire qu'on les a pratiquement immobilisés grâce à des lasers. Et ce que l'on fait, on réalise une fontaine à atomes de césium, c'est-à-dire qu'avec les lasers, parce que les lasers permettent de manipuler ces atomes à césium, on les lance vers le haut, sous l'effet de la gravité, ils vont redescendre, et ces atomes vont interagir avec la micro-onde à 9 GHz, qui va être stabilisée grâce à la détection de l'absorption lorsque ces atomes de césium traversent la micro-onde. Et grâce à cette technologie assez sophistiquée, eh bien, on a des temps d'interaction qui sont très longs entre les atomes de césium et la micro-onde, et c'est grâce à cela que l'on accroît considérablement la précision par rapport aux horloges à césium plus traditionnelles. Et on atteint ainsi, aujourd'hui, toujours, une précision de 16 chiffres significatifs. Ce qui veut dire qu'une horloge, une fontaine à césium, a une erreur qui ne serait que d'une seconde sur 300 millions d'années. Donc c'est effectivement ridiculement faible. Mais si on veut faire une comparaison, alors une comparaison, ça serait que si on mesure la distance Terre-Soleil, eh bien la précision de la distance, hein, la Terre-Soleil c'est à peu près 150 millions de kilomètres, eh bien la résolution serait inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Donc tout ça pour vous donner un peu le vertige du niveau de précision à laquelle on est capable d'arriver. Donc vous voyez, c'est à ce niveau de précision que notre fréquence, notre oscillateur à 9 GHz est stabilisé grâce à ces atomes de césium. Mais aujourd'hui, on est capable de faire encore mieux. Et comme je vous l'ai dit, on a intérêt à augmenter la fréquence de l'oscillateur. Et donc là, on va s'intéresser à un oscillateur dans le domaine optique qui va osciller 50 000 fois plus rapidement que les horloges que dans les horloges à césium. Et pour cela, on travaille sur des atomes, là en l'occurrence c'est des atomes à strontium, je crois. Et bien, et dans ce cas-là, comme la fréquence est beaucoup plus élevée, eh bien on arrive à gagner en précision encore. Et là, avec ces horloges-là, on a une dérive de l'horloge que l'on estime à 1 seconde sur plus de 10 milliards d'années. Donc, à ce niveau-là, les chiffres ont du mal à conserver encore du sens. Mais disons, pour résumer, les progrès de la technologie et de la science dans le domaine de la métrologie du temps
et des fréquences, eh bien, je ne résiste pas à vous montrer cette figure qui montre que donc l'ère astronomique, je dirais, ou des oscillateurs mécaniques et électriques, eh bien, on arrivait à avoir une erreur de l'ordre de la seconde sur quelques heures au début, puis après de l'ordre d'une seconde sur la journée avec des horloges un petit peu plus sophistiquées. Et puis, lorsqu'il y a eu l'avènement des oscillateurs à quartz, donc qui là aussi, franchement, beaucoup plus rapidement, ben, on a gagné, on avait une précision de l'ordre de avec les montres à quartz, hein, euh, qui ont existé, et qui continuent à exister d'ailleurs, mais on a une précision qui est meilleure qu'une seconde sur quelques années, si on prend soin du quartz en question en tout cas. Et puis la rupture, c'est lorsque on est passé à l'ère atomique, avec les atomes comme référence de fréquence. Et là, donc, dans les années 40, dans les années 50 plutôt, on voit ici en tout petit une photo de la première horloge atomique, et on arrive à une précision de l'ordre de la seconde sur quelques centaines d'années. Et progressivement, rapidement, on a accru encore cette précision avec les horloges à césium commerciales, qui sont celles qui sont dans le GPS. Hein. C'est de l'ordre de la précision de quelques centaines de milliers d'années. Avec les horloges refroidies par laser, on arrive donc à 300 millions d'années, une seconde sur 300 millions d'années, et maintenant aujourd'hui, une seconde sur l'âge de l'univers. Voilà. Alors, une fois qu'on a réalisé ces horloges extrêmement précises, il se pose la question de, à un moment donné, comment c'est bien gentil d'avoir mesuré son horloge à Paris, en Allemagne, aux États-Unis, mais comment est-ce qu'on fait pour les comparer? Et là, pour comparer, et pour distribuer le temps aussi, hein, c'est l'autre chose, c'est eh bien la technologie qui est à l'œuvre, eh bien c'est essentiellement le système GPS. Ce sont des satellites, une série de plus d'une vingtaine de satellites qui tournent autour de la Terre et qui transportent des horloges atomiques. Et donc ça a été développé par l'armée américaine dans les années 60-70. Et donc, grâce à cela, eh bien, on envoie des signaux vers des récepteurs sur Terre, vers les horloges terrestres, et ça va permettre de faire des raccordements, et l'incertitude combinée est de l'ordre de quelques nanosecondes si on travaille avec grand soin. Alors, ça repose sur le fait que les signaux se propagent à une certaine vitesse, qui est la vitesse de la lumière. Selon la règle, la distance parcourue, c'est c fois la vitesse de la lumière, fois delta t, le temps de séparation. Alors, lorsqu'on parle d'horloge envoyée dans l'espace comme cela, on ne peut pas échapper à parler d'effet de relativité. Surtout lorsqu'on atteint ce niveau de précision. Donc, ça c'est Einstein qui a, et évidemment le scientifique qui a développé la théorie de la relativité restreinte dans un premier temps, donc c'est ce dont je vais parler maintenant. Si on considère deux horloges identiques, eh bien, si elles sont l'une à côté de l'autre, bon, si elles sont absolument identiques, elles vont indiquer la même heure en permanence. Mais si maintenant, l'une de ces horloges se déplace, va et revient, eh bien, on va constater qu'il y a un décalage. Et l'horloge qui s'est déplacée et qui revient à son point de départ a pris du retard par rapport à la première. Et donc ça, c'est un effet de relativité restreinte. Ça symbolise l'expérience des jumeaux, hein, pour ceux qui connaissent un peu de relativité restreinte. C'est le paradoxe des jumeaux. Et évidemment, il faut prendre en compte si on a des satellites qui tournent autour de la Terre, ils se déplacent avec une certaine vitesse, donc l'horloge en mouvement va évoluer de façon différente avec celle qui est sur Terre. Donc ça, c'est un premier effet. Mais il y a un deuxième effet, c'est l'effet gravitationnel. Donc ça, c'est un effet toujours démontré théorisé par Einstein au travers de la relativité générale.
donc les deux horloges, l'une sur Terre et l'autre dans l'espace, indépendamment de la vitesse. Hein, là, c'est juste un effet gravitationnel. Et bien, on constate que l'horloge qui est sur Terre a pris du retard par rapport à celle qui est dans l'espace. Autrement dit, les astronautes qui sont sur la station internationale, et comme Thomas Pesquet, là, qui va partir bientôt, là, qui va rester 6 mois, eh bien, il va vieillir plus vite que s'il restait sur Terre. Alors, je vous rassure, l'effet est quand même extrêmement faible, hein, puisque la différence, l'évolution, c'est 10-16 par mètre, et même si on est à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, eh bien, l'effet reste quand même extrêmement petit. Il n'y a rien de grave en la matière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument prendre en compte ces effets relativistes. Donc, par exemple, en un jour, si on ces effets relativistes représentent 40 microsecondes. Mais comme le GPS, vous le savez, ça sert à faire de la géolocalisation, eh bien, si on ne prend pas en compte ces 40 microsecondes, eh bien, on fait une erreur de positionnement de 12 km, puisque la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Donc, c'est un calcul qui est très facile. Et on trouve donc bien 12 km d'erreur, c'est juste considérable. Donc, il faut impérativement prendre en compte ces effets relativistes lorsqu'on veut faire des comparaisons d'horloges. Donc voilà, ici quelques photos qui illustrent donc à la fois des horloges qui peuvent être embarquées dans les systèmes GPS, et puis ici, bah, si on veut avoir une géolocalisation de notre voiture, eh bien il faut être visible par minimum 4 satellites GPS. Parce que c'est comme cela que l'on va pouvoir déterminer la position, puisqu'il y a en fait 4 grandeurs, le temps et 3 coordonnées d'espace. Donc il faut minimum 4 satellites. Voilà. Alors, j'en ai presque fini. La chose qui est assez remarquable, et je reviens à ce que je disais au début de mon exposé, à savoir que c'est en regardant l'espace que l'on a été capable de regarder comment se passe la rotation de la Terre, que l'on a pu appréhender la mesure du temps. Et bien là, c'est c'est un renvoi d'ascenseur d'une certaine manière. C'est grâce à ces horloges extrêmement précises que l'on est capable d'observer un certain nombre de phénomènes sur Terre, comme par exemple on mesure très bien le déplacement des plaques continentales, la dérive des continents, on est capable de l'observer au fil des années, on a une sensibilité suffisante. On est capable de détecter aussi des phénomènes sismiques. Et puis, le niveau, la hauteur des côtes aussi peut être détecté par GPS. Alors en fait, et ça on l'a démontré, notamment des groupes français, on a démontré que le GPS en fait introduit dans la comparaison d'horloges, les horloges sur Terre ont atteint une telle précision que le GPS ne suit pas. Et donc, lorsqu'on fait des comparaisons d'horloges, eh bien, on est limité par les perturbations du signal GPS qui provient d'où? Ça provient du fait qu'on a des ondes radio qui traversent les couches basses de l'atmosphère, qui introduisent des perturbations, des effets d'indice, il y a des fluctuations, etc. Et donc ça perturbe les mesures. Et maintenant, une solution alternative, même si ce n'est pas aussi universel que le système GPS qui couvre l'ensemble de la Terre, eh bien, c'est de connecter les différents laboratoires par des fibres optiques. Et, sous réserve de bien stabiliser ces fibres optiques, eh bien, on a démontré qu'on est capable de diffuser les signaux de temps et fréquence avec une précision qui est 100 000 fois meilleure que ce que l'on est capable de faire avec le GPS et Galileo. Et dans ce cas-là, on est capable de faire des comparaisons d'horloges qui ne sont pas du tout limitées par la transmission par fibre optique. Et donc, on conserve la précision de ces horloges lors de la seconde sur l'âge de l'univers. En gros, on serait capable, avec ces fibres optiques, d'avoir une précision correspondant
à au centième de seconde sur l'âge de l'univers. Donc c'est pratiquement 100 fois mieux que ce que l'on fait avec les horloges. Donc on a la capacité d'aller encore plus loin. Et donc grâce à ça, on peut espérer, grâce aux horloges atomiques, à ce réseau de fibres optiques qui va pouvoir progressivement, au fil des années, s'étendre sur l'ensemble de la planète, avoir une surveillance, je dirais, de la planète Terre, de notre brave planète, beaucoup plus fine, et c'est ce que l'on appelle la géodésie chronométrique. Donc évidemment, suivre la rotation de la Terre, bon ça intéresse les scientifiques, mais on pourra suivre évidemment l'activité sismique, on pourra suivre en particulier une des applications très très recherchées, c'est le suivi de l'élévation du niveau des océans, donc lié au réchauffement climatique. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon exposé. Je pense que vous avez été sensible à la précision extraordinaire que l'on est capable de réaliser dans la mesure du temps. On peut se demander à quoi ça sert. Quelques exemples là ici montrent que, en fait, cela promet d'être extrêmement précieux pour la suite de nos activités. Un point sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, c'est le fait que le, euh, la mesure du temps trouve également des applications dans le contrôle des réseaux informatiques. Euh, pour accroître le débit des données sur ces réseaux informatiques, il faudra de plus en plus avoir un contrôle de la synchronisation de ces réseaux et donc un contrôle de l'échelle de temps qui requiera les précisions ultimes que l'on réalise actuellement en laboratoire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.